Bonjour chers internautes d'AfricaLeadNews.com. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui avec une émission 13 minutes avec M. Demba Diallo. M. Demba Diallo est un cadre sénégalais évoluant à l'international dans le secteur bancaire. Bonjour M. Diallo. Bonjour M. Fall. C'est un plaisir aujourd'hui d'être reçu par Africa Lead. Et pour me présenter, je m'appelle Demba Diallo. Je suis sénégalais, comme vous l'avez dit. Je travaille dans une banque multinationale qui est basée en Arabie Saoudite. Et bon, aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous sur un certain nombre de sujets. Et en termes de présentation, ça fait une vingtaine d'années déjà que je travaille dans ces institutions internationales. J'ai eu à faire un certain nombre de financements de projets, de grands projets à travers le monde. Et j'ai eu beaucoup d'expérience dans le financement du secteur privé, le financement souverain et bon, le financement des PPP. Et récemment, je travaille beaucoup plus sur les questions de gouvernance dans les institutions financières internationales. Et bon, avant de travailler avec la banque là où je suis en ce moment, j'ai eu à être aux États-Unis. D'abord pour mon parcours, je suis de Bakel. Oui, donc voilà, son parcours qui est Demba Diallo pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, mon parcours, je suis né à Bakel. Et, bon, j'ai grandi aussi à Bakel. J'ai fait l'école Ibrahim Malal Djamambachili, ex-école régionale. De notre temps, ça s'appelait l'école régionale. Voilà. Et puis après l'école régionale, j'ai fait le collège Waoundé Ndiaye, le CM Waoundé Ndiaye. Je pense qu'il s'appelle aujourd'hui collège de Bakel. Et après ça, bon, j'ai eu à faire le lycée Mam Cheikh Maï de Tambacounda où j'ai fait 3 années et avec beaucoup de souvenirs. Voilà, c'est ça. Et maintenant, bon, après le lycée, j'ai eu à faire la fac de droit de l'université de Dakar. Et je suis sorti de la promotion 98 avec une maîtrise en droit public, option relations internationales. Et après la maîtrise, je suis parti aux États-Unis où j'ai fait un master en droit international, surtout en droit international des affaires. Et j'ai travaillé à Washington DC pour une organisation qui finance des projets en Afrique. Et après ça, j'ai fait un peu New York aussi, où j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats avec le droit de l'immigration. Et depuis 18 ans maintenant, je suis en Arabie Saoudite. Voilà. Ok, un parcours élogieux et très riche. Aujourd'hui, on est au Sénégal, et vous êtes ici au Sénégal, donc dans un contexte politique particulier. Alors vous, en tant qu'expert qui est certainement dans le secteur bancaire, mais la politique aussi, vous regardez de très loin. Alors, l'actualité est restée dominée par les élections présidentielles de 2024. Alors, présentement, si vous avez un commentaire à faire par rapport à cette situation. Voilà, merci M. Fall. Nous sommes dans un tournant en ce moment dans notre pays. 2024 annonce beaucoup de changements et comme vous le savez, le Sénégal est à la croisée des chemins. Ce sera un pays pétrolier bientôt. Et aussi, il y a un contexte avec les élections qui, bon, dans les 3 dernières années que nous avons vécues, il y a eu beaucoup de difficultés par rapport à beaucoup de sujets au niveau politique. Et très récemment, nous avons tous été surpris par la décision du président de ne pas se présenter. Et je salue vous particulièrement, est-ce que vous avez été surpris? Vous attendez à ça comme président de la République en Afrique, au moment où les 3e mandats vraiment font débat et que lui prenne cette décision? Pour le Sénégal, je pense quand même qu'on pouvait prier pour que cela puisse arriver au Sénégal parce que nous avons quand même une histoire un peu particulière par rapport à la démocratie. Et j'avais un tout petit peu l'espoir pendant les jours qui venaient juste avant sa décision. J'avais un tout petit peu l'espoir que ça allait se passer. Et bon, en ce moment, le contexte que nous avons, c'est les dernières lois qui ont été passées au niveau de l'Assemblée nationale pour qui permettent à certains opposants de se présenter. Et également, l'autre contexte, c'est par rapport à un des opposants qui est en train de subir un certain nombre de difficultés en ce moment. Et est-ce que cela ne va pas avoir un certain impact sur les élections? Mon espoir, c'est que l'on puisse avoir des élections transparentes, inclusives,
et que tous ceux qui veulent participer puissent le faire. Voilà, c'est l'espoir que j'ai et je pense peut-être que c'est un pays qui est résilient et qui a beaucoup d'histoire du point de vue démocratique et on espère qu'on va arriver à cela. Voilà. Le pays connaît certainement aussi d'autres problèmes. Vous, en tant qu'expert dans le domaine bancaire, alors sur la question de la souveraineté nationale. Voilà, je pense que ça c'est une question qui me tient beaucoup à cœur du point de vue de la souveraineté dans nos États. Et la souveraineté, elle applique plusieurs facettes. Quand on parle de souveraineté, en général, on parle de souveraineté économique et militaire, mais il y a plusieurs autres facettes. Du point de vue économique, nos pays ont besoin, après plus de 60 ans d'indépendance, quand même d'avoir une certaine maîtrise de leur économie. Et cette maîtrise peut se matérialiser par rapport à nos monnaies, que nous puissions contrôler nos monnaies nous-mêmes et que nous puissions contrôler nos économies par rapport à par exemple, on a vu tous l'emprise de certaines entreprises au niveau dans nos pays. Bon, il y a une certaine croissance qui se crée dans nos pays, mais c'est une croissance qui est extravertie. Et elle bénéficie plus à des entreprises étrangères qu'à nos citoyens nous-mêmes. Et je pense quand même que dans l'avenir, j'espère que l'on pourra avoir cette croissance qui soit introvertie et que intérieure, que nous puissions avoir, par exemple, que nos populations puissent créer des entreprises, que cette croissance puisse rester dans le pays, que ça puisse créer une certaine prospérité dans nos pays. Et je pense qu'il y a des mécanismes pour le faire. Il faut beaucoup d'efforts. Je pense que d'abord, il faut qu'il y ait l'unité dans le pays et je pense qu'il faut des messages positifs. Et la combativité, je pense qu'on doit dépasser cela. Et on a vu, par exemple, un président qui a dit qu'il ne va pas se présenter. Donc, ça crée un nouveau champ, une nouvelle lecture. Et j'espère qu'il y aura cette unité. Et bon, qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays pour remettre le pays sur les rails du développement. Et je pense que c'est possible. Parce que la phase où nous sommes avec le pétrole, c'est soit nous allons devenir le Qatar de l'Afrique de l'Ouest, ou bien nous allons devenir comme les pays de l'Afrique centrale, où nous avons des richesses qui ne nous bénéficient pas. Et j'espère très sincèrement que nous n'irons pas à cela. Voilà. Vous faites partie de la nouvelle génération. Aujourd'hui, on sait que le Sénégal est à un tournant, surtout 2024. Alors, si on posait la question à M. Diallo, est-ce que vous serez tenté un jour à venir retourner à votre pays et apporter votre pierre à l'édifice? Oui, je pense que c'est une question très, très pertinente et je pense qu'on est, comme je l'ai dit, à la croisée de ces chemins-là et que ce pays a besoin de tous ses fils. Mais il faut que nous ayons un certain... pour que ce pays puisse attirer certains de ses enfants, il faut qu'il y ait des changements. Il faut que nous tous nous acceptions de changer. Et je pense quand même qu'on est à un niveau de développement qui fait qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a des choses qui sont très très basiques qui font qu'un pays soit développé que nous n'avons pas. Si vous regardez l'état civil dans nos pays, c'est vraiment la catastrophe. Si vous voyez par exemple la salubrité, si vous voyez par exemple l'encombrement dans les rues, si vous voyez les questions de zonage, par exemple les gens qui ont des boutiques partout, les rues qui sont encombrées avec des vendeurs de voitures, des gens qui vendent leur café partout. Franchement, à chaque fois que moi je conduis dans la ville, j'ai beaucoup de difficultés. Et je me dis que par exemple, c'est un pays qui peut avancer, mais on a juste besoin d'organisation. Parce qu'un pays qui n'est pas organisé, c'est un problème. Je pense que le prochain régime doit être un régime de transition qui mettra en place les conditions de ce développement-là, ce cadre de vie organisé, structuré, qui fait que, par exemple, on a une approche vraiment structurée des choses, que nous pensons nous-mêmes le développement et que nous l'appliquons. Je ne dirais pas un État policier, parce que vous voyez, même aux États-Unis, c'est pratiquement un État policier où les choses sont organisées, il y a des règles qui sont très claires et que les gens sont tenus à ces règles-là. Que moi, je ne peux pas jeter mes ordures comme je veux. Je ne peux pas venir ouvrir ma table où je veux. Je ne peux pas garer ma voiture où je veux. Okay? Les gars qui vendent leur voiture dans les rues, ils ne peuvent pas garer leur voiture n'importe comment. Et je pense que cette organisation-là, il faut que nous soyons là. Par exemple, dans notre pays, l'état civil n'y est pas. Les titres
de propreté. Par exemple, pour avoir par exemple, ton titre de propriété sur ton terrain, pratiquement il n'y en a pas. La plupart des maisons qu'on a ici n'ont pas de papier. Et je pense qu'il faut organiser ces trucs basiques-là pour créer un État moderne. Il faut un État moderne et avec une organisation, une structuration qui fasse que nous puissions développer notre pays et que nous soyons là-bas. Je pense qu'il faut d'abord la base parce que vraiment, il y a certaines choses basiques que nous n'avons pas. Et par exemple, imaginez si je devais venir chez vous, comment est-ce que vous allez m'expliquer l'adresse de votre maison? Il faut aller, par exemple, au coin de la boulangerie, de près du baobab qui est à gauche, et tourner à droite. Il y a le vendeur de cacao à côté. Vous voyez, c'est difficile pour un pays qui se veut moderne et émergent. Il faut le minimum. Par exemple, je peux dire le quartier tel, la villa telle, la rue telle. Vous voyez, et ça c'est précis. Donc, je n'ai pas besoin, par exemple, qu'on m'explique comment venir chez vous pour que je puisse y arriver. Mais s'il y a un système d'adressage qui est correct, je pense qu'on n'aura pas ce problème. Et du point de vue de l'état civil, je pense que c'est quelque chose qu'il faut régler. Par exemple, un jeune qui naît dans un pays et qui n'a pas le minimum qui est son extrait de naissance, ou bien vous allez à la mairie, on vous dit que les extraits de naissance ont été détruits. Ok, donc parce que ça n'a pas été digitalisé. Ça pose un problème. Et je pense que le premier élément de la nationalité, de la citoyenneté d'un individu, c'est d'abord son extrait de naissance. Okay? Et après l'extrait de naissance, la carte d'identité nationale, le passeport et tout ça. Et donc, je pense qu'il faudra régler ces préalables-là. Et je pense que du point de vue du cadre de vie, vous voyez les quartiers, les nouveaux quartiers, les gens lotissent tout un quartier, il n'y a pas d'espace public, il n'y a pas d'espace vert. Et quand il y a un espace public, quelque temps après, quelqu'un vient et y installer, par exemple, que son entreprise de sable ou quelque chose comme ça. Ou bien on vient construire une mosquée. Bon, normalement, une mosquée doit être prévue. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils n'avaient pas prévu une mosquée et les gens viennent construire des mosquées à la place qui devait être une place publique où les enfants devaient venir s'asseoir ou bien quelque chose, le cadre de vie pour améliorer le cadre de vie. Donc pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Dans nos pays, il faut prendre en compte le côté nature, le côté, par exemple, comment dire, la culture de notre pays et beaucoup de choses quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. M. Diallo, vous avez développé pas mal d'idées qui sont vraiment très très bonnes. Alors, mais est-ce que M. Diallo est aujourd'hui prêt à venir défendre ces idées, à pouvoir se lancer dans le champ politique ou sous forme de mouvement ou quelque chose comme ça? Oui, bon, on n'a pas nécessairement besoin de se lancer. C'est une possibilité, mais on n'a pas nécessairement besoin de se lancer. Je pense que tout cela concourt du manque d'organisation dans notre pays. Par exemple, un pays où il y a 300 partis politiques. Et s'il y avait une certaine organisation, on ne serait, par exemple, quelqu'un qui voulait militer, il ne serait pas obligé de venir créer un autre parti. Il peut militer dans un parti en sachant qu'il peut concourir de manière objective dans ce parti. Ce qui se passe en ce moment dans l'actualité avec l'APR, où les membres de l'APR ont donné mandat au président de choisir quelqu'un à leur place. Cela ne concourt pas à l'expression de la qualité dans un pays. Si vraiment on voulait le faire de manière normale, il fallait créer des primaires. Vous voyez? Donc, je pense que j'ai toujours milité quelque part la création d'une loi sur les partis politiques où on va réorganiser les choses, d'une loi qui permettrait, par exemple, une réorganisation. Du point de vue institutionnel, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je pense, du point de vue de la gouvernance territoriale, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que, pour moi, il faudra revoir la carte du Sénégal de 1880, avant la colonisation, où nous étions, et créer un système de régionalisme basé sur cela, de sorte à ce que les régions puissent se prendre en charge, que les régions, leur gouvernance locale, puissent lever des taxes au niveau local, puissent se gérer elles-mêmes au niveau local, et que nous ayons une gouvernance centrale qui s'occupera des choses les plus importantes. Okay? Donc, vous voyez une ville comme Kédougou. Okay? Comment comprendre qu'une ville comme Kédougou soit pauvre? Ça n'a aucun sens.
Comment comprendre que l'actualité récente, c'est des gens qui étaient dans leur champ, la police ou la gendarmerie est venue les déguerpir de leur champ parce que quelqu'un d'autre voulait venir prospecter. Et pourtant, si c'était dans un autre pays, ces gens allaient devenir milliardaires. Parce que si on trouve des richesses sur leur terre, en principe, ces gens devaient partager de cette richesse. Mais ce qui se passe, c'est qu'on les déguerpit et on amène d'autres personnes. Et bon, on dit par exemple la loi sur le domaine national et tout, que la richesse appartient à la nation. Mais à mon sens, moi je suis plutôt libéral. Okay, je suis plutôt libéral et je pense qu'il faut libérer les énergies de sorte à ce que les gens puissent créer leur propre entreprise, travailler pour la richesse eux-mêmes, trouver la richesse là où il faut aller la trouver. Mais si, par exemple, ce qu'on a vu là-bas ne concourt pas à ce genre de choses, ce qui fait qu'il y a l'exode rural, les gens quittent là-bas, des régions très, très riches pour venir à Dakar, ce qui n'est pas nécessairement la bonne chose, quoi. Voilà. Vous évoluez dans le secteur bancaire. Ici, au Sénégal, souvent, on parle de taux de bancarisation qui serait très faible. Alors, globalement, sur ces questions, vous, voilà. Oui, c'est vraiment malheureux. C'est tout ça, je pense, tout ça concourt du manque d'organisation. Tout ça concourt du manque d'organisation. Si on avait, par exemple, d'abord, la plupart des banques sont des banques externes qui appartiennent, par exemple, à un shareholding qui n'est pas totalement sénégalais. La plupart du temps, c'est des banques qui ne nous appartiennent pas. Et ils viennent faire du business dans notre pays, mais pour la plupart, c'est des banques qui ont une vision beaucoup plus externe. Maintenant, si on avait des banques qui, par exemple, concouraient au développement local en tant que tel, et qui créaient ou faciliter la création des richesses, l'entrepreneuriat, et que la plupart des gens puissent créer des entreprises, qu'ils puissent se bancariser, qu'ils puissent participer à l'économie formelle. De cette manière, je pense que le pays pouvait profiter. Mais ce qui se passe, c'est que il y a deux économies. Il y a une économie formelle où la plupart des fonctionnaires qui sont bancarisés. Par contre, il y a d'autres qui peut-être ils ne croient pas au système bancaire ou bien ils ne sont pas formés pour ça. Je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire et je crois que quand même dans notre pays a besoin beaucoup d'accompagnement du point de vue éducation, du point de vue awareness, développer cette voyez quoi. Parlons de gouvernance locale. Dans votre présentation, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous êtes de Bakel. Alors, globalement, dans votre localité, au niveau local, quelle est votre impression par rapport à cette gouvernance locale? Oui, j'aimerais magnifier un tout petit peu certaines réalisations du président Macky Sall par rapport aux infrastructures. Nous, étant de Bakel, nous avons vu les changements qu'il y a eu. À Tamba, vous allez à Tamba, moi mes centres d'intérêt c'est Bakel, c'est Tamba, c'est Madina Gounass et c'est Rufisque. Vous voyez, à Tamba, nous on a étudié à Tamba et nous savons la différence qu'il y a eu. À Bakel aussi, il y a eu certaines infrastructures. Donc il y a un concept qu'il a développé et que j'aime beaucoup, qui est le concept d'équité territoriale. Et il y a certains programmes comme Promoville, Pima, et ce genre de programmes, je pense qu'ils sont très très importants, qu'il faudrait développer et qui aident à développer du point de vue infrastructure au niveau local. Maintenant, du point de vue de la gouvernance, je pense qu'il faut revoir la carte territoriale du pays. Et il faut que cette carte-là épouse les réalités sociologiques de notre pays. Okay? Que moi, Sénégalais de l'Est du moins, que je puisse me sentir dans ce pays. Et donc, comment le faire? Il faut que je sois représenté proprement. Et une bonne représentation se ferait si, par exemple, on permettait à ces régions d'exister, ces provinces, ça a une certaine provincialisation. Alors, je pense que le président Ouad avait parlé de provincialisation. Et on reprovincialise le pays sur la base des données historiques qui existaient avant la colonisation, ou même plus récent. Et avec cette provincialisation, de sorte qu'il y a un exécutif local, et cet exécutif local peut lever des impôts, avec aussi le concours de l'État central, ils peuvent développer leur propre politique au niveau local. Et je pense que ça, c'est très important. Et au niveau national, je pense que on a besoin peut-être de l'Assemblée nationale, où il y a une représentation locale, mais aussi peut-être du Sénat. Moi, je militerai pour le retour du Sénat et la fin de toutes les autres organisations. Par exemple, on a, il y a
Ouais, toutes ces organisations, je pense on n'en a pas besoin. Si on a un Sénat qui est une représentation proprement locale, ok, comme aux États-Unis, c'est les États fédérés qui ont, par exemple, deux sénateurs par État fédéré, et au total, vous avez 100 sénateurs. Et bon, si au Sénégal, on a une provincialisation qui épouse les réalités sociologiques de ce pays, et que chaque province ou chaque région envoie des représentants au niveau du Sénat, et en même temps au niveau de l'Assemblée nationale, on a une représentation raisonnable. Par exemple, 120 députés plus 60 ou 82 sénateurs, ça vous fait au total peut-être 200. Okay, je pense que le personnel politique doit être revu. Je pense que l'organisation politique doit être revue. Je pense que les partis politiques, on doit les revoir parce que c'est en ce moment l'instrument d'une personne, ce que nous voyons. Et je pense qu'il faut que les partis reviennent aux militants, que ça appartienne aux militants au lieu que ça appartienne, par exemple, au club, à un certain club de leaders ou quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de réformes à faire du point de vue de la gouvernance de ce pays-là. Et le plus important, pour moi, je pense la salubrité, okay, la propreté est très importante. Okay, vous sortez dans les rues de Dakar, ou bien même dans votre propre maison, dès que vous sortez là, dans votre maison, franchement, il y a un problème. Et c'est comme si les gens ne voient pas ça. Hein? Et je pense que la salubrité, il faut regarder ça. Je pense peut-être même qu'il faut militariser ça. Peut-être que le ministère du cadre de vie, le ministère de l'urbanisme, le ministère de l'habitat, les services d'hygiène et tout ça, là, je pense qu'il faut le militariser. Vous donnez ça en général pour 5 ans, peut-être le gère et l'armée gère ça pendant 5 ans. Et les personnes qui font certains dégâts, il faut des amendes très sérieuses pour que ce pays-là revienne dans l'ordre. Je pense qu'il faut de l'ordre dans un pays. On ne peut pas avoir un pays où les gens font du n'importe quoi. Il y a des voitures qui sont garées n'importe où. Il y a des vendeurs à la sauvette n'importe où. Des gens qui... Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais au niveau local, au niveau de ton partenaire Bakel, s'il y avait des choses à changer ou bien des choses à améliorer, qu'est-ce que c'est? Non, je pense que Bakel d'abord, du point de vue géographique, c'est une région, c'est une ville qui a un atout extraordinaire. Okay? C'est une ville qui est frontalière à la Mauritanie et au Mali. Okay? Et à côté, vous avez Diabougou, où il y a la production de l'or qui n'est pas loin, dans le département de Bakel. Vous voyez ça, il y a des industries qu'on peut développer. Pourquoi l'or est extrait par des sociétés étrangères qui ressortent ça de notre pays sans que nous ne bénéficions? Okay? Pourquoi il n'y a pas une industrie, par exemple la bijouterie, où on développe une certaine industrie qui fait que d'abord, l'éducation des gens du point de vue technique, et c'est par rapport à cette éducation, on crée de l'emploi, et puis avec des banques qui financent les entreprises de ces gens-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et il faut que cette gouvernance locale soit là, et qu'il y ait un accompagnement au niveau de local et au niveau de la coopération décentralisée. Ouais. Okay. Merci, M. Diallo. Merci, c'est moi qui vous remercie. Donc, merci M. Diallo. Je rappelle aux internautes que nous avions le plaisir aujourd'hui de recevoir comme invité à votre émission 13 minutes avec M. Demba Diallo, cadre international dans le secteur bancaire. Donc, rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Merci beaucoup.